Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Chloé qui animera également le webinaire sur le Facility Management et l'économie circulaire avec moi. Donc, c'est une présentation qui va durer 1 heure avec des questions-réponses, avec une petite démo aussi. On voulait vous montrer en fait ce que c'est le resource management et comment ça peut intéresser les services généraux, les facility managers. Donc, on aura d'abord une présentation, peut-être une petite démo, et puis ensuite des questions-réponses. Voilà. Donc je vais couper vos micros et on les rouvrira une fois qu'on aura terminé la première partie du webinaire, donc la partie présentation, de manière que tout le monde puisse poser des questions. Et je vais partager mon écran de manière à ce qu'on puisse suivre la présentation tous ensemble. Voilà. Donc, si tout va bien, vous voyez mon écran? Oui, parfait. Super. Alors, juste 2 mots très rapides pour vous dire pourquoi on a lancé cette initiative d'Alliance Bâtiment Circulaire. Alors, cette alliance, c'est pas une association, c'est pas un business en fait, c'est pas un business de formation, c'est juste le résultat de notre réflexion. Epcyclia est actif dans l'économie circulaire depuis 13 ans. On a introduit le Cradle to Cradle en France en 2007 et on l'applique, cette philosophie d'économie circulaire à impact positif, dans le bâtiment depuis 6-7 ans. Donc on a acquis beaucoup d'expérience qu'on voulait partager de manière open source avec vous tous et même encourager tous les acteurs innovants du bâtiment qui sont intéressés ou déjà impliqués dans l'économie circulaire à pouvoir justement partager ces expériences-là, ces bonnes pratiques, ces méthodologies, ces outils, de manière à ce qu'on puisse ensemble créer des bâtiments qui soient vraiment dans une philosophie de l'économie circulaire que l'on va définir dans les slides qui vont venir. Donc, on a lancé il y a 3 semaines maintenant ces webinaires de l'Alliance des bâtiments circulaires. Il y a eu près de 400 personnes qui ont suivi, parfois, alors pas en suivi unique, mais en tout cas 400 personnes qui sont venues, qui sont connectées donc à différents webinaires, pour certains plusieurs fois. Et ça fait à peu près 120 personnes qui sont connectées globalement. Et l'idée, c'est vraiment de dire, si vous êtes un acteur, si vous êtes là, c'est que c'est le cas, si vous êtes un acteur du bâtiment et vous êtes intéressé par l'économie circulaire ou déjà impliqué, notre réflexion, ça a été de dire aujourd'hui, on est en train de sortir d'une crise, une crise en fait qui nous impacte tous au niveau global, mais il y a une crise qui est encore plus grande et à venir et qui est sous-jacente, c'est celle de la pénurie des ressources. Donc aujourd'hui, on a parlé beaucoup de pénurie des masques, des respirateurs, etc. Mais il faut savoir que ces produits-là s'appuient sur des ressources. Et que ces ressources, une fois qu'on les aura épuisées, on n'aura pas de plan B. Chloé donnera quelques exemples là-dessus tout à l'heure. Donc on s'est dit, il ne faut pas qu'on sorte, qu'on se déconfine en étant finalement tous un peu les mêmes. Si on a des innovations, des changements de paradigme à partager, c'est l'occasion de le faire. Et nous, on a dit, ben voilà, on va partager vraiment, on va ouvrir notre livre de connaissances et d'expertise pour le mettre à disposition pour chacun des acteurs puisse en faire quelque chose à leur niveau, qu'ils soient investisseurs, promoteurs, facility managers, transformateurs, consulteurs, etc., au bureau d'études, et d'ouvrir une espèce de canal, comme une espèce de chaîne de partage d'informations, où chacun pourrait du coup venir partager comme il le souhaite au titre de cette alliance-là, voilà, ses bonnes pratiques, son expérience, son expertise, ses produits, etc. L'idée, c'est que nous, on s'occupe de tout organiser. Alors, vous voyez, c'est assez simple, ce sont juste des webinaires. Donc, que les personnes qui souhaitent contribuer dans les futurs webinaires elles le disent, prennent contact avec nous et du coup, on créera à l'écran l'information, la communication pour que ce partage-là se fasse parce que l'économie circulaire, c'est une vision écosystémique. Ça veut dire d'abord une collaboration des différentes parties prenantes de l'écosystème. Donc ça, c'est l'esprit.
Aujourd'hui, il y a déjà en France un certain nombre d'entreprises et de personnes qui se sont lancées dans cette notion de bâtiment circulaire que Chloé va définir dans un instant. Il y a à peu près 400 000 mètres carrés de bâtiments circulaires. Si vous allez sur notre page upcyclia.com, il y a un menu Alliance de bâtiments circulaires et on tient à jour régulièrement les chiffres des gens qui participent de manière active ou contributrice à l'Alliance et également les bâtiments qui sont aujourd'hui construits selon cette philosophie-là avec leur surface et leur localisation de manière à ce que ça mette en évidence on va dire, les bonnes pratiques. Et notre idée, c'est de se dire, plus il y aura des gens, des entreprises qui s'y mettront à créer des bâtiments circulaires, ben, plus ça aura un impact positif sur la préservation des ressources, sur la santé, on va voir pourquoi. Et l'idée, c'est un petit peu finalement de collecter, de dénombrer ces surfaces de bâtiments circulaires de manière à voir les progrès effectifs qu'on a tous ensemble pour tendre vers cette économie circulaire et donc cette préservation de la santé et des ressources. Donc aujourd'hui, 400 000 mètres carrés, des sièges sociaux, des hôtels, on a Corinvest à droite, au milieu, on a Vinci, il y a aussi le siège social de Sogeprom qui a été revu selon ce principe-là. Il y a Compagnie Salzbourg avec le projet Ecotone, donc à Arcueil, dans le domaine des parcs d'activité, des centres commerciaux, avec à Rennes, avec Frey, la Postimo, des campus de formation, avec au centre en bas, celui de Nexity construit pour Deloitte, ou voilà, des logements. Par exemple, ça, c'est Hertel qui construit une tour en bois à Paris, mais il y a aussi la Sogeprom qui construit des logements selon cette philosophie-là à Marseille. Donc, il y a beaucoup de sociétés, de promoteurs, et également beaucoup de collectivités avec des résidences seniors, des centres de santé, une usine, des hôtels, d'autres hôtels, des centres de coworking. Donc, il y a à peu près 400 000 m². Vous trouverez le détail sur notre site si ça vous intéresse. Voilà, donc c'est pour faire une petite introduction, pour dire en fait, on est vraiment là dans le partage. C'est une vision d'écosystème, donc de collaboration entre différentes parties prenantes. Pour ça, on a le sentiment qu'il faut qu'on se mette tous à la page, que chacun a des innovations, des connaissances, une expertise qui est intéressante si elle est dans ce paradigme qui va vous être présenté, si vous ne le connaissez pas déjà, par Chloé maintenant, et que ce partage d'informations et cette coopération est la clé de voûte d'une véritable économie circulaire qui soit source d'impact positif et de préservation de la ressource et de la santé. Voilà. Donc, je te donne la parole, Chloé, si tu veux nous expliquer en quoi ça consiste. Et ensuite, on abordera plus spécifiquement, évidemment, la dimension du facility management et comment, finalement, le facility management peut, dans le futur, basculer ou inclure plutôt cette notion de ressources management qu'on a inventée, en fait. Parfait. Est-ce que là, vous voyez mon écran en grand? Très bien. Et si je change de slide, ça fonctionne? On est dessus, c'est bon. Toi, la Parfait. parole. Alors, du coup, déjà, bonjour à tous. Merci de venir à ce webinaire qui consiste à vous expliquer en fait une notion qu'on a introduite avec Upcyclia, qui est la notion de resource management, qui est vraiment une notion clé pour le métier de facility manager de demain. Donc, je vais rebondir un petit peu sur ce qu'avait commencé à évoquer Eric. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de traverser une crise qui est très particulière. Et on a quand même un mot qui revient beaucoup dans cette crise, c'est le mot de la pénurie. On parle de pénurie de masse, pénurie de respirateurs, je reprends vraiment les termes d'Eric là-dessus. Et c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, c'est peut-être le moment de se poser les bonnes questions, puisque si on ne fait rien, demain, on risque d'arriver à devoir continuer à utiliser ce mot de pénurie, mais pour les ressources au sens large. Donc, nous avons ici un graphique, une petite illustration qui met en exergue ce point, en présentant notamment les ressources existantes pour certains métaux rares, les stocks connus à ce jour, et en bas, si vous voyez en bas de l'écran, les taux de recyclage actuels de ces matières. Donc, on se rend compte que si on prend un exemple, l'exemple de l'indium, qui est un exemple selon moi très parlant, on a des réserves qui vont jusqu'à moins de 20 ans au rythme actuel. Et aujourd'hui, on ne sait pas renouveler cette ressource. Donc, ce qui nous amène en plus à un paradoxe, puisque l'indium est une des matières premières nécessaires à réaliser des panneaux photovoltaïques. Donc, on en est à un moment où aujourd'hui, on cherche à s'affranchir de ressources dites non renouvelables, que sont le pétrole, les énergies fossiles,
pour aller vers des énergies dites renouvelables, mais en s'appuyant sur des ressources matières qui, elles, ne sont pas renouvelables. Donc, la question, c'est comment aujourd'hui on inverse la machine, comment on pense différemment. Et c'est là qu'on introduit la notion d'économie circulaire. Pour faire simple, en fait, aujourd'hui, on est dans un modèle dit linéaire, c'est-à-dire qu'on extrait, qu'on fabrique, qu'on utilise et qu'après, on génère du déchet, alors qu'on veut aller vers un modèle plus tard où, au lieu d'extraire et de jeter, je suis désolée, hop, ça ne s'affichait pas, on va toujours, au lieu d'extraire, on va récupérer la matière qui a déjà été extraite, on va refabriquer, réutiliser, réparer, réutiliser, réemployer. Donc c'est vraiment l'opposition, c'est ainsi qu'est né ce qu'on appelle le cradle to cradle. C'est vraiment ce jeu d'opposition entre un modèle linéaire, donc cradle to grave, littéralement en anglais ça veut dire du berceau à la tombe, donc on voit vraiment qu'on prend une ressource et qu'on l'amène à sa fin de vie et qu'on n'en fait plus rien. Alors que cradle to cradle, du berceau, au contraire, la ressource redevient une ressource à la fin de son usage. Elle renaît quelque part dans un nouveau produit, dans un nouveau cycle de vie. Donc c'est vraiment cette opposition qui a donné le terme cradle to cradle pour l'économie circulaire à impact positif. Petit détail supplémentaire du cradle to cradle vis-à-vis de l'économie circulaire simple. On introduit également une notion d'impact positif. Le cradle to cradle part du principe que l'humain, par ses actions et par des choix conscients dans sa façon de concevoir, de consommer et de gérer les ressources, peut avoir des impacts positifs plutôt que juste une réduction d'impact. C'est-à-dire l'objectif n'est plus uniquement de dire on va faire moins de déchets, on va moins extraire de la ressource, mais vraiment à partir de choses qu'aujourd'hui on considère des déchets, on va renouveler ces ressources parce qu'en fait, la notion de déchet ne devrait pas exister, mais vraiment la notion de ressources devrait prendre le pas. Alors, comment ça s'applique aujourd'hui au secteur du bâtiment et surtout, pourquoi ça nous concerne ? Aujourd'hui, les bâtiments en France, ça représente environ 50 millions de mètres carrés. C'est un chiffre qui est relativement constant depuis quelques années. On remarque du coup que c'est quand même quelque chose de très conséquent. Et surtout, en fait, ce secteur, ça représente 35% de l'utilisation de matières premières en France. Donc, c'est-à-dire plus d'un tiers des matières premières qui sont utilisées en France, c'est pour le bâtiment. En parallèle, niveau déchets, le constat est encore plus cinglant puisque en France, 70% des déchets sont issus du BTP au sens large. Donc là, on est à même plus que les 2 tiers. On n'est pas seulement à 1 tiers, mais vraiment plus que les 2 tiers. Et on se rend compte que du coup, il y a vraiment une notion à aborder de ce point de vue-là. Surtout qu'aujourd'hui, donc c'est le cercle qui est en orange, on a une loi qui a été passée, la loi qui est passée là en 2020, qui demande à ce qu'aujourd'hui, 70% des déchets du BTP soient valorisés matière. On est à un niveau où aujourd'hui, il est difficile d'atteindre ces valorisations. Les cas où on s'en sort encore le mieux, c'est sur la valorisation d'inertes, puisque c'est vrai que la partie déchets inertes représente une grande partie des déchets du BTP. Et à ce moment-là, ça part juste en remblai de carrière. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est satisfait avec ça ? Pas sûr. Est-ce qu'on peut essayer d'envisager un autre modèle où on régénère la ressource plutôt que combler des carrières ? Probablement. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, on est effectivement dans un modèle linéaire où un promoteur, un constructeur va consulter des fabricants, va agréger l'ensemble des produits au sein d'un bâtiment, les transmettre à un propriétaire, et quand le propriétaire aura terminé son usage ou qu'il voudra changer un aménagement, il pourra faire appel soit à un facility manager, soit à des constructeurs. Et en fait, il y a des ressources qui vont sortir du bâtiment. Et ces ressources, aujourd'hui, elles sont traitées comme des déchets et sont donc source de coûts. Parce qu'un déchet, c'est vraiment vu comme une matière dont il faut se débarrasser, ne serait-ce que par loi déjà. Si on considère qu'un produit est un déchet, par loi, on a l'obligation de gérer sa fin de vie. Et ça coûte de l'argent puisque les filières sont du coup payantes. L'objectif, c'est de passer demain à un modèle circulaire où les produits sont régénérés et sont source de revenus. C'est-à-dire qu'au lieu de voir le produit comme un déchet, il faut à nouveau complètement changer de paradigme et se dire ce produit,
il a des matières premières qui sont précieuses aujourd'hui. Il est possible, si j'ai bien identifié, si tous les principes que je vais bien vous présenter par la suite, il devient possible de faire ce qu'on appelle du resource management, c'est-à-dire de s'occuper de ce produit de façon à ce que celui-ci réintègre des filières fabricants qui a besoin de ces matières premières et qui donc, là on voit qu'on ferme la boucle, on a un modèle économique, c'est-à-dire si on part du besoin, à ce moment-là, plutôt que de devoir éliminer un déchet, on peut revendre ou donner ou échanger, selon les modèles, une ressource. Et là, tout de suite, en termes de modèle économique, ce n'est plus la même chose. On a réussi à démontrer par plusieurs opérations chez Upcyclea que jusqu'à 82% des produits peuvent être régénérés dans un bâtiment en fin d'usage. Ça permet de récupérer jusqu'à 15% de la valeur ajoutée au niveau du prix matière. Donc, c'est-à-dire si vous avez un bâtiment dont les matériaux vous ont coûté 100 000 euros, eh bien, vous pouvez récupérer jusqu'à 15 000 euros juste en appliquant ces principes de ressources management. Donc, c'est vraiment un gain de temps, un gain d'argent par rapport à vos métiers. Également, bien sûr, les impacts à côté, on réduit l'empreinte CO2 des constituants et on améliore la performance des usagers de 6 à 9% en travaillant sur des notions de confort, bien-être, qualité de l'air intérieur. Ce pourquoi je vous introduis cette notion à vous en tant que ressource manager, on est d'accord que vous, ce qui vous intéresse, ça ne va pas être uniquement, et même ça va être quasiment pas, la déconstruction finale du bâtiment. En revanche, ce que vous savez dans vos métiers, c'est que un bâtiment, ça vit. Même quand on n'en est pas à la déconstruction, il y a énormément de travail de renouvellement du mobilier, des systèmes techniques, etc., qui a lieu. En fait, aujourd'hui, on s'est démontré que plus de 75% des constituants sont renouvelés sur une trentaine d'années et certains plusieurs fois. Donc là, on a un schéma qui nous montre que, par exemple, tout ce qui est cloison, menuiserie, revêtement, c'est renouvelé 3 fois environ sur 20 à 30 ans. Et le mobilier et la décoration, ça, par contre, ça peut être renouvelé jusqu'à 8 fois. Donc, on se rend compte que des flux de matière, en fait, il ne faut pas se limiter à la vision déconstruction, mais vraiment, la notion de facility management est centrale dans la gestion des ressources, puisque finalement, ce n'est pas forcément ce qu'on voit, mais ça représente une masse énorme. Du coup, vos enjeux en tant que facility manager par rapport à cette notion de cradle to cradle et d'économie circulaire à impact positif et de ressources management, c'est avant tout de se différencier de la concurrence en proposant de nouvelles offres, c'est-à-dire il faut être cohérent avec les objectifs de la transition écologique et le ressource management, c'est une façon d'y parvenir. Ça permet, comme je vous le disais, de générer de nouveaux revenus en mettant à profit la valeur résiduelle des bâtiments, les fameux 15 000 euros par rapport aux 100 000 de départ qu'on peut récupérer. Être en mesure de tracer les ressources usées jusqu'à la valorisation finale. Ça, je vais les détailler un petit peu plus tard parce qu'aujourd'hui, on a en France une difficulté réelle liée à la traçabilité et les outils qu'on vous propose permettent d'améliorer cette notion. Et le dernier de vos enjeux, c'est vraiment, vous pouvez vous impliquer dans l'économie circulaire en devenant un pilier de la valorisation des ressources du bâtiment, puisque, encore une fois, le facility manager, c'est vraiment celui qui, tout au long de la vie du bâtiment, va gérer ces ressources qui rentrent et qui sortent. Donc, vous avez vraiment un rôle central dans cette gestion. Alors, du coup, comment aujourd'hui on construit et on gère les bâtiments circulaires? Donc, en termes de facility management, les 2 premiers points que je vais vous présenter, ils vous concernent un petit peu moins, mais c'est important, je pense, de vous les présenter, puisque c'est comment on conçoit des bâtiments, les 2 premiers points, bâtiments circulaires. Et du coup, de fait, à partir du moment où on conçoit des bâtiments circulaires, ce sera plus facile pour vous, en tant que facility manager, de les gérer de façon circulaire. Du coup, le premier concept à développer, c'est le concept de bâtiment banque de matériaux. Donc, pour cela, il faut avoir des bâtiments qui soient flexibles, réversibles, qui facilitent le réemploi et le recyclage des produits. Ça implique 2 choses, le système constructif démontable et la caractérisation des composants via les passeports circulaires. Le premier point, le système constructif démontable, je pense qu'il est assez facile à comprendre via l'usage. C'est-à-dire que vous, Facility Manager, quand vous avez un produit à déposer, quand vous avez un aménagement à changer, vous pourrez beaucoup plus facilement récupérer de la valeur résiduelle si les produits que vous déposez, vous n'avez pas de difficulté justement à les récupérer sans les abîmer.
il y a aussi une notion d'optimisation des coûts. Si la démontabilité a été pensée en amont, il n'y a pas du coup ou très peu de surcoût de dépose qui pourrait venir mettre en péril la balance économique du réemploi, par exemple. Le deuxième point, du coup, la caractérisation des composants via les passeports circulaires, c'est vraiment une notion centrale, puisqu'il s'agit de se dire, OK, j'ai des produits qui ont été pensés pour être démontables, des produits qui ont été pensés avec des filières de valorisation, des produits qui ont été pensés pour être récupérés et revalorisés en fin de vie. Mais si moi, Facility Manager, je n'ai pas cette information et je dois la rechercher à chaque fois que j'ai un produit qui doit sortir, c'est très compliqué et on s'est quelque part un petit peu essoufflé pour rien en conception. Donc, il est vraiment important d'avoir cette information. Et cette information, au sein de Psycléa, on a développé un outil pour l'agréger. Il s'agit de l'outil MyPsycléa, dans laquelle on regroupe l'ensemble des produits selon ce qu'on appelle des passeports circulaires. Les passeports circulaires, c'est un petit peu des cartes d'identité des matériaux. La base de passeport circulaire de MyPsycléa est accessible gratuitement à l'ensemble des acteurs. Il suffit d'en faire la demande. Donc, ça se présente un petit peu comme ce qui est en haut à droite de mon écran, à savoir une liste de produits. Donc, on peut faire une recherche par fabricant, par typologie de produit, etc. Et des petits pictogrammes. Ça, je vais revenir dessus dans un instant. Donc, chaque produit est vraiment caractérisé. Donc, vous pouvez ensuite ouvrir pour chaque produit en cliquant dessus. Et vous avez des informations sur la composition, sur la recyclabilité, sur l'impact carbone. Pour faire court, l'ensemble des informations qui vous permettront plus tard de bien gérer ces produits et éventuellement de bien les sélectionner si vous contribuez à ce choix de produit. Deuxième étape, pour construire un bâtiment qui soit compatible avec la vision Cradle to Cradle et le resource management, c'est de sélectionner des produits circulaires, soit certifiés C2C, soit ayant été vérifiés comme compatibles avec la démarche. Pourquoi on travaille là-dessus? Forcément parce qu'à partir du moment où on veut concevoir un bâtiment compatible avec le resource management, il faut l'avoir construit à partir de produits compatibles avec le resource management. Donc pour ça, on s'appuie sur 5 grands critères que je vais parcourir assez rapidement. Le premier critère, c'est la non-toxicité. Le but, c'est de vérifier à minima que les composants du produit soient connus et qu'aucun d'entre eux ne contienne des substances faisant partie de la liste des composants bannis du Cradle to Cradle. Le deuxième point, c'est la circularité. Vraiment le point central quand on parle de ressources management. Le but, c'est à la fois de vérifier qu'on intègre une part de matière recyclée ou rapidement renouvelable, c'est-à-dire que le produit contribue aussi peu que possible à l'extraction de ressources de matières premières. Et il existe une stratégie pour la récupération, réemploi, recyclage du produit, donc c'est-à-dire que ce produit ne deviendra pas un déchet. Troisième point, la partie énergie, puisque pour faire des produits, on utilise une autre ressource, pas juste la ressource matière, mais une ressource énergétique. Donc il faut avoir des produits dont on maîtrise l'empreinte carbone, dont on connaît le bouquet énergétique de production et que ce bouquet énergétique intègre une part de renouvelable. Autre ressource qu'on utilise en général pour la fabrication de produits, la ressource en eau. Donc, il faut s'assurer que le produit ne nuit pas à la ressource en eau dans sa fabrication. Et dernière ressource qui est souvent la petite oubliée dans les démarches d'éco-conception, la ressource humaine, la ressource sociale. Il est vraiment important pour pouvoir dire qu'on a un bâtiment Cradle to Cradle d'utiliser des produits qui sont en faveur des règles de l'Organisation internationale du travail et qui donc contribuent au bien-être des employés et des personnes qui contribuent à la fabrication de ce produit. Aujourd'hui, du coup, les 2 moyens principaux pour retrouver ce type de produit, c'est déjà de vous tourner vers la certification Cradle to Cradle, puisque les critères que je vous ai définis, c'est des critères qui sont vérifiés par l'ensemble des produits certifiés Cradle to Cradle. Et même, la certification va beaucoup plus loin, vu que c'est une certification par niveau. Là, je vous ai présenté des choses qui arrivent dès les premiers niveaux, mais plus on monte dans la certification, plus on a de produits vertueux, plus on a des produits qui vont vers cet impact positif qui est le cœur même de la philosophie du Cradle to Cradle. Et face à ça, on a les produits du coup de la base de données MyPsycléa, pour lesquels on réalise une petite notation selon l'ensemble des 5 critères et on attribue des pictogrammes. Donc,
Le pictogramme est noir quand les preuves sont autodéclaratives et que c'est l'industriel qui nous a indiqué que oui, la composition, c'est celle-ci, etc. Et les pictogrammes sont en couleur lorsque les preuves ont été validées par un tiers. Donc, typiquement, sur l'empreinte carbone, ça peut être une fiche vérifiée INIAS, par exemple, pour obtenir un picto coloré. On va maintenant, donc comme je vous disais, les 2 premiers points, c'était surtout la construction, comment construire un bâtiment circulaire. Maintenant, on va arriver vers vos métiers, à savoir comment gérer un bâtiment circulaire. C'est vraiment le cœur du sujet. C'est l'idée qu'il faut valoriser les ressources usagées grâce au concept de ressource management. Qu'est-ce que le concept du resource management? C'est l'idée selon laquelle aujourd'hui, la notion de déchet ne devrait plus exister. Il faut vraiment voir l'ensemble des produits comme une mine de ressources et se dire, OK, quelles sont les filières? Où est-ce qu'on a besoin de cette ressource en fait? Puisque des besoins en ressources, l'industrie en aura toujours en fait. Donc, ce qui est important, c'est de se dire comment aujourd'hui cette industrie peut s'alimenter en matière première secondaire plutôt qu'en matière vierge et comment du coup on peut créer des écosystèmes autour de ça. Donc, dans la philosophie du resource management, vous l'aurez compris, la première étape, c'est vraiment d'inverser la vapeur, d'inverser la philosophie, de changer de lunettes quelque part, pour, au lieu de se dire, OK, j'ai un tas de matière, j'ai un tas de déchets, qu'est-ce que j'en fais? Au contraire, se dire, quels sont les besoins de l'industrie, quels sont les besoins en matière première secondaire. C'est vraiment partir du besoin pour ensuite y répondre. Et comment on y répond? On y répond via des opérations de transformation. Donc ça s'entend au sens très large, hein. Ça peut être du recyclage, de l'upcyclage, de la méthanisation par exemple, ou encore du compostage si on veut faire un retour à la terre. Également des opérations de type logistique, du transport, de la dépose. Donc c'est vraiment à entendre au sens large. Et tout ça, du coup, ça permet de relier un gisement, donc concrètement une somme de produits dans votre bâtiment, et des besoins des industriels. Si je fais une analogie un petit peu avec la nature, vraiment, c'est une grosse différence entre ressources management et fonctionnement type place de marché. La nature, elle ne fonctionne pas selon le modèle place de marché. La nature, elle ne dit pas OK, j'ai telle ressource et comme par hasard, on va avoir besoin de la ressource sous la même forme ailleurs. Si je prends l'exemple des feuilles mortes d'un arbre, c'est des nutriments absolument essentiels, mais la nature, pour pouvoir alimenter les différents besoins à partir de ces feuilles mortes, a besoin de transformation, notamment via des micro-organismes pour les dégrader, etc. Donc, on a vraiment cette analogie qui est importante et qui part toujours du besoin. Dans la plateforme MyUpcyclea, qui est l'outil qu'on utilise chez Upcyclea pour réaliser du resource management, on a d'ailleurs travaillé sur ces notions puisque nous avons créé 2 bases de données. Une base de données de besoins recensés sur l'ensemble du territoire national et un petit peu au niveau mondial, mais les plus grosses connaissances qu'on a, c'est au niveau national. Et on a la même chose pour les transformateurs. Et ça nous permet en fait, quand on a un besoin, de pouvoir automatiquement, via des algorithmes intelligents, se dire, OK, comment à partir des gisements qui sont recensés, les différents bâtiments qu'on a inventoriés sur notre plateforme, par exemple, et des transformations dont on a connaissance, comment on peut répondre à ces besoins. Et c'est ça, la création d'écosystèmes sur MyUpcyclea. Dernier point, une fois qu'on est dans la gestion des bâtiments circulaires, il est possible de se rendre compte des impacts et des axes d'amélioration pour cette conception circulaire. Il s'agit d'un outil qui est d'une empreinte, d'une signature circulaire qui est automatiquement générée dans la plateforme à partir des informations renseignées sur un bâtiment, qui comprend 4 catégories. Première catégorie, l'empreinte carbone. Donc, c'est comprendre quels sont les impacts carbone de l'ensemble des produits et du coup faire des rapports d'analyse dessus. La non-toxicité, pareil, comprendre à quel point la toxicité est maîtrisée ou non sur les produits qu'on utilise. Le degré de circularité, qui là, très clairement, va être un indicateur central pour le resource management. C'est l'indicateur qui va le plus facilement montrer OK, j'ai un bâtiment et je peux espérer le valoriser, je peux dire qu'il est circulaire à telle hauteur. Et le dernier indicateur, c'est celui qui
intéresse le plus de personnes, on ne va pas se le cacher, hein, de toute façon. Dans économie circulaire, il y a économie, puisqu'il ne peut pas y avoir de cradle-to-cradle d'économie ou de ressource management sans modèle économique valable ou résilient. Donc, du coup, ce qui nous intéresse, je vais le détailler un petit peu plus, c'est la partie valeur résiduelle. On a un indicateur sur Myopsychlia qui permet, à partir du moment où on a recensé l'ensemble des produits qui constituent un bâtiment, on peut calculer les fameux 15%, comme je vous disais au début de la présentation. En fait, c'est calculé par notre plateforme sur la base des informations réelles renseignées au niveau des produits. Donc, c'est un calcul qui est fait à partir à la fois du coût d'achat initial, de la valorisation qui peut être attendue des constituants. On prend en compte les dépenses qui sont évitées en gestion de déchets et le surcoût de dépose sélective quand il y en a un. Et tout ça est pondéré par différents éléments, dont le degré de démontabilité, dont l'usure des constituants. Et ça nous permet d'obtenir en fait la valeur qu'on pourrait retirer d'une gestion circulaire des ressources. Et du coup, forcément, c'est incitatif et ça permet du coup de comprendre quel est l'intérêt d'aller vers ce resource management. Maintenant, vous, en tant que Facility Manager, quel est votre rôle dans le processus? Vous avez 4 grands rôles que je vais détailler une slide par rôle juste pour terminer ma présentation. Le premier de vos rôles, c'est trouver les meilleurs exutoires pour vos ressources. En deuxième, assurer la traçabilité des ressources. En troisième, contribuer au renouvellement circulaire des bâtiments. Et en quatrième, proposer cette fameuse nouvelle offre de ressources management. Alors, le premier point, trouver les meilleurs exutoires pour vos ressources, c'est vraiment faire ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, à savoir utiliser des bases de données ou votre connaissance pour identifier en fait ces fameux besoins de l'industrie et ces fameuses transformations qui permettent d'y répondre pour, à partir d'une ressource de base, réussir à la valoriser, à la faire intégrer de nouveaux cycles de vie. On a quelques exemples qui sont donnés sur cette slide. Dans les bases de données Myopsychlia, par exemple, vous pourrez facilement voir qu'on a une liste de transformateurs, par exemple, qui permettrait de récupérer du bois de déconstruction pour en faire des panneaux de particules, par exemple. Pour les isolants, on a une base de données toujours dans cette base de données, on a un ensemble de recycleurs qui permettent de valoriser, par exemple, la laine de roche ou la laine de verre. Pour les menuiseries, tout ce qui est vitrage, on a à la fois des personnes qui travaillent sur les cadres, que ce soit en PVC, en aluminium, en bois, et d'autres personnes qui travaillent sur le vitrage, sur le calcin. Pour le plâtre, c'est un des matériaux typiquement qui est très facile à recycler, pour lequel les filières sont prêtes, parce que le plâtre, qu'est-ce que c'est? C'est concrètement du papier et du gypse. Et le gypse, ça se recycle très facilement. Donc, il suffit de réinjecter ça dans un cycle de production et ça peut réintégrer la conception d'un nouveau produit. Les revêtements de sol, c'est très varié. Il y en a de plein de catégories. Mais pour chaque catégorie, donc que ce soit les revêtements PVC, les revêtements type nylon, les revêtements type linoléum, il y a toujours également des acteurs en mesure de récupérer les produits s'ils sont bien déposés pour les réintégrer à des cycles de production. La ligne d'en dessous, elle est un peu plus complexe, mais je voulais quand même aborder ces questions parce qu'aujourd'hui, il existe de plus en plus de solutions à ces sujets. Par exemple, la peinture, une fois qu'elle est posée, on est d'accord que ça va être compliqué de la récupérer, de la valoriser. En revanche, il y a de plus en plus d'initiatives qui permettent de valoriser les fonds de peau, ou encore des initiatives qui permettent de valoriser les pots en eux-mêmes en dehors de la filière déchets dangereux, puisque un contenant de déchets dangereux, s'il n'est pas traité comme il faut, il pourrait se retrouver lui-même en déchets dangereux. Pour les mobiliers, on a de plus en plus d'industriels qui proposent ce qu'on appelle des take-back systems, c'est-à-dire qu'ils proposent que vous puissiez renvoyer les produits chez eux pour pouvoir en fait eux-mêmes réaliser le cyclage des produits. Et pour les équipements électriques, on a de plus en plus de filières type économie de la fonctionnalité qui se développent, c'est-à-dire au lieu d'acheter un produit, le produit reste la propriété de l'industriel, mais l'industriel vous doit un contrat en performance. Par exemple, sur l'équipement électrique, il vous doit un nombre de luxe dans chaque pièce, une performance assurée. Et du coup, ça permet de s'assurer que l'ensemble des produits utilisés soient de la meilleure qualité possible.
Le deuxième point sur assurer la traçabilité des ressources, j'évoquais tout à l'heure au début de ma présentation les difficultés à atteindre les fameux 70% de valorisation imposés au niveau réglementaire à partir du moment où on écarte un petit peu la solution de valorisation type déchets inertes. On a travaillé sur un chantier, là j'ai mis l'exemple, sur lequel une performance affichée par le déconstructeur était de 83% de valorisation matière. Et en fait, en investiguant les filières, en allant vraiment suivre les camions, en fait, quelque part, on s'est retrouvé à constater qu'à plusieurs endroits, en fait, la valorisation n'était pas faite comme c'était annoncé dans le plan de départ. Donc là, on a une réelle problématique sur la traçabilité jusqu'au bout de la chaîne, puisque finalement, au lieu d'avoir une valorisation à 83%, ce qui est du coup au-dessus des 70%, on arrive à une valorisation de 55%, ce qui est en dessous des 70 réglementaires. Donc, c'est vraiment important en tant que facility manager de s'entourer d'outils qui permettent de suivre cette matière jusqu'à sa valorisation finale pour vraiment être en mesure de justifier et d'afficher des chiffres pertinents. Troisième point pour quel est votre rôle dans ce processus, contribuer au renouvellement circulaire des bâtiments. En tant que facility manager, vous gérez les flux entrants et sortants du bâtiment. Donc, quand il y a des renouvellements de matière, vous aidez en fait les services achats, etc., à choisir les produits qui vont venir en remplacement de ceux qui sortent. Et du coup, dans ce cas-là, c'est à vous de jouer le rôle que j'ai expliqué tout à l'heure pour les promoteurs ou pour les équipes de conception, de vous dire, OK, maintenant que j'ai des produits à renouveler, il faut que les nouveaux produits qui arrivent respectent ces fameux principes dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces 5 grands principes, pour qu'eux-mêmes ne deviennent pas des déchets quand j'aurai à nouveau besoin de les renouveler. Et le tout dernier point, donc sur lequel je vais terminer ma présentation avant de relaisser la parole à Eric, c'est l'idée qu'il faut développer cette fameuse offre de ressources management. En fait, l'idée, c'est que vous êtes vous-même les plus à même de gérer ces ressources dans les bâtiments. Donc, il faut vraiment vous emparer de cette question et créer ce nouveau métier de ressources manager, vous emparer de cette question. Eric, est-ce que tu veux que je reste sur ma présentation ou est-ce que je te redonne la main? Oh, je reprends la main. Ok. Je reprends la main rapidement. Pour terminer sur 2 derniers slides. Voilà, normalement, on devrait voir le slide sur lequel était Chloé. Là, ça c'est plus des considérations, plus, je dirais, stratégiques et marketing et commerciales. C'est-à-dire qu'on a discuté avec beaucoup de facility managers ou des gens des services généraux, avec beaucoup d'associations comme l'ARCEG. Et oui, aujourd'hui, les facility managers sont les personnes qui gèrent, qui exploitent et qui permettent le bon fonctionnement et la continuité au niveau des ressources, des équipements techniques d'une entreprise. Aujourd'hui, jusqu'à présent, cette notion de ressources elle-même et de maintien du statut de ressources aux produits qui sont dans le bâtiment n'a pas encore été considérée, mais c'est en train de l'être. C'est en train de l'être. Il y a de gros acteurs qui sont en train de se positionner justement sur cette notion de ressources management. C'est très nouveau. On peut dire que ça a commencé l'année dernière. Et pour nous, les facility managers sont les mieux à même de devenir ces futurs ressources managers. C'est une manière de se différencier, c'est une manière d'innover et c'est une manière de contribuer à tout ce que Chloé a décrit précédemment en termes d'impact positif sur la santé et sur l'environnement. Donc, un point qui est important, on a vu tout à l'heure qu'il est possible de calculer la valeur économique résiduelle des constituants du bâtiment à l'instant T, avec ou sans la structure, selon qu'on déconstruit entièrement le bâtiment, ou au contraire, dans sa gestion au quotidien, au fur et à mesure de ses rénovations, ses petits travaux, etc. Et on peut même y inclure là-dedans tous les flux d'usage
liées au packaging, liées au flux de consommation courante. Cette valeur économique résiduelle, ça reste un potentiel. Vous avez vu, il y avait entre 1 et 14-15%. Donc, c'est une fourchette basée sur les chiffres réels, mais on ne sait pas si ce sera plutôt 1 ou plutôt 14 ou 15. Donc, mais ça reste un potentiel. Ça veut dire que le travail de ressource manager, c'est justement de matérialiser, de concrétiser ce potentiel, grâce justement en créant les écosystèmes et les meilleurs écosystèmes. Et certains écosystèmes peuvent être plus intéressants d'un point de vue économique que d'autres, dont parlait Chloé tout à l'heure. Ça veut dire aussi, pour optimiser finalement la concrétisation de ce potentiel de valeur résiduelle, il faut aussi au quotidien, je dirais, ou en tout cas régulièrement, mettre à jour la base d'information. Est-ce qu'il y a peut-être de nouveaux besoins plus intéressants qui ont émergé, qui font que ça va demander, que ça va créer plus de valeur économique résiduelle, parce que peut-être j'avais juste un besoin de réemploi qui me disait, OK, je te reprends tes ressources usagées, mais pour zéro. Et peut-être que j'ai un fabricant qui veut réutiliser non pas une moquette qui serait réemployée par ailleurs, mais qui veut peut-être récupérer son nylon pour fabriquer à partir de ça de la moquette. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des fabricants aujourd'hui qui récupèrent le nylon de leur moquette, les revendent 900 € la tonne à leur transformateur qui va dépolymériser ce nylon de la moquette pour refabriquer du nylon vierge, si je puis dire, ou en tout cas de qualité équivalente à du nylon vierge, pour le réinjecter dans le processus de production d'une moquette. Donc, les fabricants, alors ils n'aiment pas tous le dire pour l'instant, mais ils sont capables de faire de l'argent quand on leur renvoie des produits usagés qui savent, en l'occurrence, upcycler. Ça veut dire aussi tenir à jour la base de gisement. Donc, le gisement, c'est quoi? C'est l'ensemble des produits qui constituent un bâtiment. Et on sait qu'un bâtiment, comme a dit Chloé, c'est un métabolisme qui vit, même si c'est un métabolisme lent. Et donc, il y a des cloisons qui vont rentrer, sortir, des mobiliers. Et puis ensuite, au fur et à mesure de la vie du bâtiment, d'autres types de produits. Ça, il faut tenir constamment à jour cette base gisement. Si on veut utiliser un outil numérique quel qu'il soit, s'il n'est pas un jumeau, je dirais, numérique de la réalité, du coup, en fait, le système dysfonctionne entièrement. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire. Si on n'a pas de BIM exploitation, il faut le faire avec MyEpsyclea ou un équivalent. Alors, il n'y en a pas encore pour l'instant d'équivalent, mais ça viendra, je pense, c'est un marché qui va se développer. Et s'il y a un BIM exploitation, c'est encore plus intéressant de le faire parce que aussi le BIM exploitation demande une mise à jour, on va dire régulière des objets qui rentrent et qui sortent du bâtiment. Et pour éviter des doubles saisies, évidemment, il faut qu'il y ait une synchronisation entre un outil de resource management comme MyEpsyclea et puis des outils de BIM exploitation qui sont encore peu nombreux. Aujourd'hui, nous, de notre côté, on est en train de développer des interfaces, notamment avec un très bon outil qui s'appelle QuickOps, qui est développé par Vinci Facilities, avec d'autres outils qui existent par ailleurs, y compris les outils espagnols. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'émerger. C'est encore récent, mais c'est clairement l'avenir. Et puis, ça veut dire assurer un rôle de responsable écosystème qui va faire les trois métiers ou les trois rôles, dont les trois missions dont parlait précédemment Chloé. Alors, je voulais juste vous montrer une chose. Je vais vous faire une petite démo. Parce que là, vous vous dites, à ce stade-là, tout ça, c'est bien joli, mais alors, les produits, s'ils sont caractérisés par des passeports circulaires, ça peut le faire, mais des filières, il y en a plein, ou alors il n'y en a pas, ou alors elles ne sont pas connues, de moi en tout cas. Les besoins, où est-ce qu'ils sont? Mes produits, bon, si je les ai bien caractérisés, mes gisements, s'ils sont bien caractérisés, ça peut le faire, mais ça fait beaucoup de complexité. C'est pour ça que voilà, on s'est dit en 2016 qu'il fallait, à la base, on vient du monde du consulting, on s'est dit si on n'apporte pas des produits qui permettent de faciliter la création d'écosystèmes pour imiter la nature, on ne fera jamais réellement de l'économie circulaire, on restera juste dans la valorisation de déchets, dans le vieux paradigme. Donc, ce que je veux juste vous montrer, c'est rapidement pour vous dire qu'il y a des solutions, et des solutions qui permettent vraiment de gagner du temps. Je vais vous montrer, on va prendre 5 minutes. Voilà, ici, vous avez sous les yeux le cockpit de ce que nous on appelle le responsable écosystème, qui est donc la personne qui est en charge de faire le resource management. Ça, voilà, c'est utilisé par Circolab. Circolab, je profite pour en faire leur publicité, c'est l'association des maîtres d'ouvrage impliqués dans l'économie circulaire. Alors là, c'est une association, vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez. Donc là, c'est utilisé par Circolab. J'ai pris cet exemple-là, c'est un exemple qui est libre, donc je peux l'utiliser.
voyez que dans l'outil MyPsycléa, il y a des gens qui vont créer les inventaires, des agents d'inventaire, des gens qui vont rentrer des besoins, des gens qui vont rentrer les transformations, des gens qui vont superviser la bonne qualité de tout ça et éventuellement créer des passeports circulaires, et puis des gens qui vont faire le resource management. Donc là, si je suis responsable d'écosystème, donc si je veux faire du resource management, je vais avoir sur mon cockpit, vous voyez, des listes de besoins qui ont été recensées, des listes de gisements qui ont été recensés, qui sont disponibles aujourd'hui ou qui seront disponibles que dans 25 ans, par exemple. C'est un exemple. Et des transformations qui vont me permettre, comme le disait Chloé, de pouvoir faire un lien entre le gisement et la qualité attendue par ceux qui ont le besoin. Vous pouvez déclarer en interne des transformations ou vous pouvez les enrichir de transformations qui sont, comme disait Chloé, disponibles dans les librairies, donc collectées par MyPsycléa. On peut le voir aussi ici. Vous voyez, là, vous avez peut-être vos transformations locales. Si vous avez donné des comptes localement à des gens pour qu'ils disent ben, moi, je sais faire la transformation chimique, je sais faire du transport, je sais faire du tri, etc., vous pouvez éventuellement accéder à la librairie pour avoir beaucoup plus de transformations donc, au niveau global. Et ensuite, voilà. Donc là, je sais pas, par exemple, en Norvège, là, ici, ils font du recyclage. Il y a Renewcell qui fait, par exemple, en Suède, pardon, du recyclage chimique de coton au cas où ça vous intéresse. On est en train de mettre en place ça par des gens comme Levis, par exemple, qui sont intéressés par ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand vous avez toutes ces informations caractérisées par les passeports circulaires ou par les transformations, lesquelles s'appuient, que ce soit les besoins, les gisements ou les transformations, sur une nomenclature universelle qui a été créée pour que tout le monde parle le même langage. Vous pouvez créer un écosystème en partant du besoin. C'est ce que disait Chloé tout à l'heure. C'est important tout le temps de partir de celui qui a le besoin, en gros celui qui est prêt à payer pour pouvoir récupérer une matière première secondaire ou éventuellement faire du réemploi. Donc là, il y a par exemple différents besoins qui sont recensés. Je vais prendre le besoin de Dim qui veut du fil de nylon recyclé. Vous voyez, donc, eux, qu'est-ce qu'ils nous disent en fait? Ils sont à Autun. C'est là où il y a leur usine de fabrication de collants. Et ils veulent en fait du nylon et ils en veulent une quantité inconnue, c'est-à-dire qu'ils sont ouverts à toute quantité. Donc, l'idée d'ailleurs, c'est de se dire comment je peux répondre à ce besoin-là. Est-ce qu'il y a un gisement qui peut répondre à ce besoin-là? Donc, ici, on a des tas de gisements qui sont disponibles. On va utiliser pour nous aider dans la décision des algorithmes intelligents qui vont nous dire, ben voilà, parmi les gisements, j'ai des moquettes. J'ai des moquettes qui sont disponibles et qui sont en nylon. Donc, c'est pour ça que si c'était une moquette en polypropylène, par exemple, ça ne m'aurait pas sorti la moquette. Mais là, ça m'a sorti une moquette qui est, dont je peux regarder le passeport circulaire. Vous voyez, j'ai une dalle de moquette de la société Tarkett, dont voilà, la sous-couche est faite en polypropylène, mais dont le velours, la surcouche est faite en nylon en polyamide 6. En nylon, en polyamide, c'est la même chose. Disponible à telle date, avec toutes les informations qui peuvent éventuellement m'être utiles. Donc là, j'ai deux gisements qui peuvent répondre et qui ont une certaine… voilà, là, j'ai 450 mètres carrés de moquette. Éventuellement, je vais peut-être en prendre, par exemple, je vais tout prendre, par exemple, pour répondre aux besoins de mon client et je vais le prendre à tel prix. Vous voyez? Et celui-là, en fait, j'en ai pas besoin parce que ça répond peut-être aux besoins de mon client. Et puis, c'est pareil, je vais chercher aussi des transformations. Donc, j'ai un tas de transformations qui sont locales. Il y en a un certain nombre, il n'y en a pas énormément. Je peux aller chercher les transformations en rajoutant ce qu'il y a dans la librairie publique. Et donc, là, j'en ai beaucoup plus. Vous voyez? Et là aussi, je suis bien content d'avoir justement un bouton intelligent qui va me permettre de pouvoir faire une association en tenant compte voilà, des matériaux et des informations qu'on a dans les passeports circulaires. Donc là, j'ai par exemple un transformateur qui s'appelle Aquafil, qui est en Italie, qui fait de la dépolymérisation de nylon, c'est-à-dire qui, par de la transformation chimique, est capable de transformer du nylon usagé en nylon neuf, en ayant la même qualité que s'il était issu du pétrole, en fait. C'est-à-dire qu'il va dépolymériser, revenir au monomère de base, puis repolymériser pour faire du polymère, sauf que le monomère ne vient pas du pétrole, mais il vient du résultat de la dépolymérisation, elle-même issue de la moquette usagée. On peut aller chercher des transporteurs, par exemple, voilà, Rouge Insertion, par exemple, qui fait du transport. Voilà, donc ça fait partie des différentes transformations qui sont disponibles, puis on peut les lier entre elles. C'est-à-dire que je vais transporter mon nylon vers le dépolymérisateur, le transformateur, qui va livrer au client. Et tous ces gens-là, ils ont en fait des comptes. Donc, ils ont des comptes qui leur permettent du coup de pouvoir être connectés, chatter, et on peut même leur demander
si on est satisfait avec l'écosystème et qu'on le publie, on peut même leur demander en fait de valider. Il faut que je mette des dates. Imaginons que tout se passe aujourd'hui pour des raisons plus pratiques. Oui. Donc, je peux leur demander en fait validation. Qu'on puisse demander validation de manière à ce qu'ensuite les propriétaires de ressources puissent valider dans leur compte. Ici, je vais le faire manuellement pour que ce soit plus rapide. Donc, dire bah oui, j'ai validé le gisement, il est réservé pour toi. Oui. Même chose pour les transformateurs. Le transformateur va recevoir une demande et il va valider donc de son côté. Là aussi, je le fais manuellement, etc. Et c'est ça qui nous permet petit à petit de pouvoir faire une offre en tant que ressource manager à mon client. Donc, le client, c'était Dim, c'est Monsieur Lepointe. Voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, il n'avait pas demandé une quantité précise. Moi, j'ai pris 450 mètres carrés de moquette. Je l'ai acheté à 100, je crois. Je lui vends peut-être à 150 et je lui demande validation. Oui. Et ça lui permet du coup, si le besoin est, donc lui a un rôle besoin, de pouvoir dire, bah oui, je veux voir l'offre qu'on m'a faite. Voilà, on va proposer à tel prix, telle quantité. Bah, ok, je négocie éventuellement, ou alors je suis d'accord. Et ça me permet de pouvoir donc avoir un écosystème qui est constitué. Et après, derrière, on va suivre, c'est la traçabilité dont parlait Chloé, effectivement, que le gisement est bien parti vers, depuis là où il y avait la moquette. Donc le propriétaire de ressources, lui, va recevoir, voilà, est-ce qu'on t'a bien enlevé ta moquette? Il va confirmer. C'est un petit peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Et du coup, notre écosystème évolue. Et puis là, on peut le confirmer manuellement pour que ça aille plus vite, etc. Jusqu'à ce que petit à petit, mon écosystème se constitue et qu'on ait notre traçabilité, vous voyez, pour garantir que ça arrive chez le client. Donc, ce genre d'outil permet justement de pouvoir suivre et la traçabilité et et de pouvoir garantir l'acheminement de ressources. Un dernier mot, donc oui, ça, je disais qu'en fait, c'était intéressant et important de plus en plus d'avoir des synchronisations avec des outils de, maintenance et d'exploitation BIM, type Inops ou d'autres. Le profil du ressource manager, on s'est posé pas mal de questions, on a discuté pas mal. D'abord, c'est quelqu'un qui doit comprendre le paradigme de l'économie circulaire. Vous avez vu en fait ce que vous a décrit Chloé au début, c'est pas juste réduire notre empreinte, c'est pas juste valoriser du déchet, c'est faire en sorte qu'on maintienne le statut de ressource aux constituants du bâtiment. Donc ça veut dire de vraiment comprendre en fait cette dimension biomimétique de l'économie circulaire est véritablement circulaire. Aujourd'hui, on parle beaucoup de réemploi. Très bien, si on peut réemployer, c'est rare et compliqué, mais c'est bien. Mais même si on a réemployé une fois, voire deux fois, qu'est-ce qui se passe après? Si ça finit en déchets, c'est passé on va dire, par un ou deux bâtiments avant de finir à la poubelle comme d'habitude. Non, non, même si c'est réemployé, derrière, il faudra l'upcycler, c'est-à-dire que sa matière première, secondaire, qui constitue le produit réemployé, soit réintègre en processus de production pour qu'à nouveau, on soit dans une optique cyclée et circulaire. Le profil, c'est plutôt un profil technique plutôt qu'opérationnel. C'est-à-dire qu'il faut voir que là, on a quelqu'un qui est devant son cockpit, comme je vous l'ai montré un petit peu tout à l'heure, qui a accès à des informations, qui a besoin d'avoir une formation initiale parce que ça ne se décrète pas, et le changement de paradigme, et également un petit peu la chimie des matériaux, les différentes filières qui peuvent exister, etc. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va être plutôt dans la réparation, des petits boulots ou du suivi uniquement, comme on l'est quand on est au niveau services généraux, c'est juste opérationnel. Il y a une dimension qui est vraiment plus technique, en fait. Donc, c'est peut-être pas les mêmes profils. Alors, ça peut être bac plus 2 et bac plus 5, ou à la limite, peu importe le diplôme, si la personne a la capacité et qu'elle est bien formée. Et ça demande probablement, en tout cas au début, qu'une première personne chez le Facility Manager ait un accompagnement initial, peut-être de notre part ou d'autres personnes qui savent faire, de quelques mois, pour que cette personne-là ensuite puisse pouliniser, je puis dire, au sein de sa propre entreprise. Donc ça, c'est des points intéressants à considérer. Et puis, pour terminer, vraiment les bénéfices pour vous en tant que Facility Manager, de vous mettre, en tout cas c'est une suggestion au ressources management, mais ça permet de se différencier, ça permet d'innover.
Ça permet de rajouter une corde à vos compétences, alors même que vous êtes déjà dans le bâtiment chez vos clients internes ou externes. Ça peut être au niveau des services généraux, ça peut être au niveau de ces sous-traités des facility managers. Ça permet donc de générer des revenus à vos clients, aussi bien au niveau de leur flux d'exploitation qu'au niveau de flux d'usage, s'ils veulent aussi que leur flux d'usage soit géré. Et on sait que de plus en plus de facility managers commencent à petit aussi prendre en main la gestion des déchets. Donc, le resource management et des outils comme Epiclia ou des équivalents qui existeront permettront ou permettent déjà de le faire. Et ça permet justement d'apporter de la valeur ajoutée au client. Donc, si ça permet d'apporter de la valeur ajoutée au client, probablement qu'il est prêt à payer un service plus élevé et donc d'augmenter à la fois ses revenus et les vôtres. Donc, on est dans un format vraiment win-win en fait. Et enfin, il faut optimiser. On sait que tout est beaucoup encore histoire d'optimisation économique. Donc, utiliser le plus possible des jumeaux numériques circulaires et couplés pour pouvoir faire en sorte que le travail soit facilité. D'où l'intelligence dont on parle, d'où la caractérisation dont on parlait à travers les passeports circulaires, Chloé tout à l'heure. Donc, c'est un tout. Hein, c'est vraiment là aussi un écosystème d'acteurs et d'outils qui font que derrière, on est capable de pouvoir créer de la valeur économique et bien sûr écologique, puisque c'est la base en fait de tout ce processus-là, de pouvoir préserver la santé et les ressources. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous. Il nous reste, on est même un petit peu dépassé, mais si vous avez une ou deux questions, on peut y répondre. Je vais ouvrir les micros de manière à ce que si vous avez quelques questions, on puisse vous, vous répondre. Alors, est-ce qu'on appuie pour faire ça? Voilà, c'est là. Donc, on va activer tous les muets. Voilà. Et si vous avez des questions, il faut juste la poser. Sinon, vous aurez accès à l'enregistrement sur le site de Psycléa. Une question? On dépasse un petit peu, donc je comprendrai très très bien qu'il n'y en ait pas et vous pouvez nous en poser par email si vous avez, si vous souhaitez, on vous répondra sur contact@psycléa.com. Alors oui, je vois une question d'Antoine, Antoine Bonenfant et de Rosine qui dit quel lien le Facility Manager peut-il développer avec le service achat? Alors ça, c'est une question extrêmement importante. C'est un lien doit être de plus en plus important parce que pour qu'on ait davantage de valeur économique résiduelle en aval, il faut qu'on ait fait des bons choix de produits en amont. Donc, ça veut dire que les services amont d'achat et aval d'exploitation doivent se parler de manière à influer sur le choix des matériaux. C'est ce que Chloé avait mis dans son point 3, d'aider à choisir les matériaux. Aujourd'hui, on a des services achats. Je passe par exemple à Corinvest, qui gère des tas d'hôtels, comme vous le savez, qui a inclus en fait au niveau du service achat des clauses demandant en fait à leurs fabricants de rentrer de rentrer des passeports circulaires, par exemple dans MyEpsicléa, de manière à ce que on ait les meilleurs les meilleurs choix de produits sains et circulaires possibles au niveau des constructions et des rénovations de leurs chambres. Oui. Donc oui, c'est extrêmement important de pouvoir connecter l'amont et l'aval. Mmh. Une dernière petite question? Non, très bien. Dans ce cas, il ne reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé. Encore une fois, vous retrouverez l'enregistrement sur notre page Internet. Si vous êtes intéressé à contribuer, à partager encore une fois vos bonnes pratiques, vos expériences, des questionnements, des besoins, et d'intervenir dans des webinaires comme celui-ci, n'hésitez pas, contactez-nous et nous, on organisera et on communiquera pour que ça puisse se tenir. C'est l'esprit de l'Alliance Bâtiment Circulaire. Voilà. Très bonne journée et prenez soin de vous. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.